27 décembre 1942, Port Moresby, Nouvelle-Guinée. Le soleil du matin avait à peine percé la brume tropicale que le sous-lieutenant Richard Ira Bong montait dans le cockpit de son P-38 Lightning pour sa première mission de combat. Ses mains étaient fermes, sa respiration calme, mais son esprit bouillonnait de pensées qui s'avéraient prophétiques. Les Japonais règnent sur ce ciel depuis 1 an. Aujourd'hui, cela commence à changer. À travers la verrière en plexiglas, Bong a observé 40 avions japonais surgir des nuages. Des bombardiers escortés par les légendaires chasseurs Mitsubishi A6N0 qui avaient terrorisé les pilotes alliés à travers le Pacifique. Les chances étaient incroyablement élevées contre les 12 P-38 américains qui se précipitaient pour intercepter. Ce que les pilotes japonais ne savaient pas, ne pouvaient pas savoir, c'est que parmi ces 12 Américains volait un garçon de ferme du Wisconsin qui allait devenir leur pire cauchemar. Un pilote dont le nom serait bientôt murmuré avec effroi dans les salles de briefing japonaises, de Rabaul aux Philippines. Les mathématiques de la guerre aérienne étaient sur le point d'être réécrites. Pas uniquement grâce à la technologie, même si l'éclairage à 2 moteurs était révolutionnaire. Non pas uniquement par la tactique, même si la doctrine américaine des chasseurs évoluait rapidement, mais par l'émergence d'un pilote dont la combinaison de capacités naturelles, de précision analytique et d'agressivité intrépide briserait toutes les hypothèses que les Japonais avaient sur les pilotes de chasse américains. Richard Bong était arrivé sur le théâtre du Pacifique. Le service aérien de la marine impériale japonaise ne sera plus jamais le même. L'effondrement de la supériorité aérienne japonaise n'a pas commencé par une proclamation dramatique, mais par 2 victimes en cette matinée humide au-dessus de Buna. Bong volant avec le capitaine Thomas Lynch et le 39e escadron de chasse a engagé l'énorme formation japonaise avec une précision méthodique. Sa première victime fut un 0, le chasseur soi-disant invincible qui avait balayé les avions alliés du ciel du Pacifique depuis Pearl Harbor. Son deuxième était un Nakajima qui 43 Oscars, un autre combattant japonais redouté. Pour ces 2 victoires, Bong a reçu la Silver Star. Mais la citation du prix ne pouvait pas rendre compte de ce que les pilotes japonais ont vécu ce jour-là. Parmi eux se trouvait le maître de première classe Hiroshi Nakamura, dont le rapport après action découvert dans les archives japonaises des décennies plus tard a révélé les premières fissures dans la confiance des Japonais. Les chasseurs bimoteurs américains ont attaqué avec une coordination que nous n'avions jamais vue auparavant. Un pilote, aux commandes d'un numéro d'avion inconnu, a démontré des compétences égales à celles de nos alliés plus expérimentés. Il n'a pas tenté de se battre à la manière des précédents pilotes américains. Il a utilisé les forces, la vitesse et l'altitude de son avion pour dicter les conditions d'engagement. Cela nous a beaucoup troublés. Le voyage du garçon de ferme du Wisconsin au pilote de chasse le plus meurtrier d'Amérique avait commencé des années plus tôt, façonné par des circonstances qui semblaient anodines jusqu'à ce qu'elles soient vues à travers le prisme de ce qui allait arriver. Né le 24 septembre 1920 à Superior, Wisconsin. Richard Ira Bong était l'aîné des 9 enfants de l'immigrant suédois Carl Bong et de son épouse Dora. La ferme familiale populaire offrait une vie modeste, mais riche des valeurs qui définiraient le caractère de Bong. Enfant, le jeune Dick Bong a été témoin de quelque chose qui a changé sa trajectoire pour toujours. En 1928, le président Calvin Coolidge passe ses vacances d'été à Superior. Les avions masculins qui desservaient la maison de vacances présidentielle ont survolé directement la ferme Bong. J'ai alors su que je voulais devenir pilote. Bong se souviendra plus tard dans des lettres à sa famille, j'ai construit des modèles réduits d'avions à partir de chutes de bois et de papier. J'ai étudié tous les magazines d'aviation que j'ai pu trouver. Voler n'était pas un rêve. C'était le destin. Mais ce qui a véritablement façonné Bong, c'est la discipline de la vie à AFM et les attentes des parents immigrés suédois qui valorisent le travail acharné par-dessus tout. Il a excellé sur le plan académique et a obtenu le 10e rang de sa classe de 428 fromages, soit 8 élèves de la Superior Central High School. Il a joué au baseball, au basketball et au hockey. Il chantait dans la chorale de l'église. Il a chassé dans les forêts du Wisconsin, développant des compétences de tir de précision qui s'avéraient essentielles dans les combats aériens. Plus important encore, il a appris la patience, l'observation et la pensée analytique qui le distingueraient des autres pilotes. En 1938, Bong s'inscrit au Superior State Teacher College avec l'intention de devenir ingénieur, mais l'aviation l'appelle plus fortement. Il a rejoint le programme de formation de pilote civil, en solo le jour de son 20e anniversaire dans un Piper Cube. Les instructeurs ont immédiatement remarqué ses capacités naturelles. Il possédait ce que les pilotes appellent une conscience de la situation,
la capacité de suivre plusieurs avions, de calculer des angles et des vitesses et de prendre des décisions en une fraction de seconde tout en étant soumis à un stress extrême. Le 29 mai 1941, 6 mois avant Pearl Harbor, Bong s'est enrôlé dans le programme des cadets de l'aviation de l'armée Air. L'un de ses instructeurs d'artillerie à Lukefield, en Arizona, était le capitaine Barry Goldwater, qui deviendra plus tard sénateur américain de l'Arizona. Goldwater se souvenait très bien de Bong dans les interviews d'après-guerre. Il était le meilleur pilote naturel que j'ai jamais rencontré. Lors de l'entraînement au tir, il pouvait tirer sur la cible avec une précision qui dépassait celle de nos meilleurs instructeurs. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est son esprit analytique. Il n'a pas seulement tiré. Il a calculé, ajusté et appris de chaque course d'entraînement. Un autre instructeur, un pilote tchèque de P-38 dont le nom a été perdu dans l'histoire, a fourni l'évaluation la plus précise. Il n'y a aucun moyen d'empêcher Bong de vous suivre. Il pilotait un AT-6, l'un des avions d'entraînement les plus lents. Pourtant, il pouvait se positionner derrière moi aux commandes d'un avion beaucoup plus rapide. Sa compréhension du combat aérien tridimensionnel était instinctive. Le 9 janvier 1942, un mois après Pearl Harbor, le sous-lieutenant Richard Iraon reçut ses ailes de pilote et sa commission. Son rêve de voler était désormais réalité. Mais au lieu d'être envoyé au combat, ses scores exceptionnels au tir lui valurent une affectation comme instructeur à Lukefield. Pendant des mois, Bong a formé d'autres pilotes alors que la guerre faisait rage dans le Pacifique. La frustration était intense, mais l'expérience s'avérait inestimable. Enseigner aux autres la forçait à articuler des tactiques et des techniques qui lui venaient naturellement. En mai 1942, Bong reçut l'ordre de se rendre sur le terrain de Hamilton, en Californie, pour s'entraîner sur le Lockheed P-38 Lightning. Ce chasseur bimoteur avec sa conception distinctive à double flèche et son cockpit central NL ne ressemblait à rien de ce que la plupart des pilotes avaient piloté. Propulsé par deux moteurs Allison V1710 produisant 1425 chevaux chacun, le Lightning pouvait atteindre des vitesses de 414 000 par heure à 25 000 pieds. Armé de canons de 120 mm et de mitrailleuses de calibre 450, tous montés sur le nez, le P-38 délivrait une puissance de feu concentrée dévastatrice. Mais la foudre était également complexe et impitoyable. Les hélices contrarotatives éliminaient les problèmes de couple mais créaient des caractéristiques de maniabilité uniques. Le chauffage du cockpit était inadéquat pour le vol à haute altitude. Les commandes étaient lourdes à grande vitesse. De nombreux pilotes craignaient l'avion. Bong a adoré. Il comprit que la vitesse de montée et la longue portée du P-38 en faisaient l'arme parfaite pour les combats dans le Pacifique où les engagements se déroulaient sur de vastes distances océaniques. À Hamilton Field, la capacité naturelle de vol de Bong s'est manifestée d'une manière qui a à la fois impressionné et alarmé ses commandants. Le 12 juin 1942, il bourdonnait chez un collègue pilote qui venait de se marier, volant si bas que l'hélice balayait les débris éparpillés dans la cour. Il a également survolé Market Street à San Francisco au niveau du toit et a fait sauter les vêtements de la corde à linge d'une femme à Auckland avec son lavage à hélice. Le général George C. Kenney, commandant la 4e force aérienne, a personnellement réprimandé Bong. Les paroles du général deviendront légendaires. Si tu ne voulais pas descendre Market Street, je ne t'aurais pas dans mon armée de l'air. Mais vous ne devez plus le faire, et je pense ce que je dis. Malgré les paroles sévères, Kenney a reconnu quelque chose de spécial chez le jeune pilote. Nous avions besoin d'enfants comme celui-là, mon garçon, écrira-t-il plus tard. Agressif, intrépide, compétent, le genre de pilote qui pousserait l'attaque lorsque les autres se détourneraient. Lorsque le général Douglas MacArthur a choisi Kenney pour diriger la 5e force aérienne dans le Pacifique Sud, Kenney a trié sur le volet 50 des meilleurs pilotes P-38 qu'il connaissait pour le rejoindre. Bong en faisait partie. En septembre 1942, le général et le garçon de ferme arrivèrent en Australie. La guerre du Pacifique était sur le point de trouver son prédateur aérien le plus meurtrier. La transformation de pilotes talentueux en a de combats redoutés a commencé par un mentorat minutieux et une exposition au combat qui ont systématiquement développé les compétences. Bong a été affecté au 9e escadron de chasse du précédent 49e groupe de chasse connu sous le nom de Chevalier Volant. Mais l'escadron pilotait toujours des Curtiss P-43 Rox. Les combattants obsolètes ne font pas le poids face aux héros japonais. Plutôt que de perdre du temps, le général Kenney attacha temporairement Bong au 39 TH Fighter Squadron, 35 TH Fighter Group à Port Moresby,
où il pouvait effectuer des missions en attendant les livraisons de P-38. Cette mission s'est avérée cruciale. Volant sous les ordres du capitaine Thomas Lynch, Bong a appris auprès de l'un des as émergents du Pacifique. Lynch était un tacticien qui comprenait que les pilotes américains ne pouvaient pas combattre les Zéros sur un pied d'égalité. Le Zéro pourrait surpasser n'importe quel chasseur allié à basse et moyenne altitude. Sa construction légère lui donnait une maniabilité phénoménale, mais il en payait le prix en termes de vitesse, de protection blindée et de résistance structurelle. Lynch a enseigné à Bong les tactiques qui définiraient la doctrine américaine des chasseurs dans le Pacifique. N'essayez jamais de mettre le combattant à zéro. Utilisez l'avantage de l'altitude pour lancer des attaques. Plongez à grande vitesse. Délivrez une rafale de feu concentrée. Puis éloignez-vous en utilisant une vitesse supérieure. Si le premier passage échoue, remontez en altitude et réinitialisez-vous pour une autre attaque. Ne ralentissez jamais dans l'enveloppe d'engagement d'un zéro. Bong a absorbé ces leçons et y a ajouté ses propres innovations. Il a calculé avec précision les angles de déviation, les distances d'avance et les taux de fermeture. D'autres pilotes ont eu du mal à atteindre des cibles en manœuvre. Bong a compris que pour réussir, il fallait se rapprocher, très près, suffisamment près pour que manquer devienne presque impossible. Le 27 décembre 1942 fut le baptême du feu de Bong. Lorsque 40 avions japonais ont attaqué les positions alliées à Buuna, 12 P-38 se sont précipités pour les intercepter. Les chances étaient de plus de 3 contre 1 contre les Américains. La plupart des pilotes auraient fait preuve de prudence. Bong a vu une opportunité. Volant aux côtés de Lynch, il s'est positionné au-dessus de la formation japonaise et a plongé dans l'attaque avec les gaz grands ouverts. Sa première cible était un zéro tentant d'engager l'avion de Lynch. Bonsid a glissé, a aligné ses canons montés sur le nez et a tiré une courte rafale à bout portant. Le zéro s'est désintégré dans les airs, ses morceaux dégringolant dans le ciel tropical. 3 autres zéros convergèrent vers la position de Bong. Il plongea vers la canopée de la jungle, suivi par les combattants qui le poursuivaient. À ce qu'il a décrit plus tard comme 2 pouces au-dessus de l'arbre le plus court de Buuna, Bong s'est retiré de sa plongée. La manœuvre soudaine a chargé sa cellule d'énorme force G, mais la construction robuste du P-38 a tenu. 2 des zéros qui les poursuivaient n'ont pas pu suivre la manœuvre et se sont écrasés dans la jungle. Mais Bong n'avait pas fini. Alors qu'il se stabilisait juste au-dessus de la cime des arbres, il repéra un bombardier en piqué ID-3 aval qui se retirait de sa course d'attaque. Le bombardier était vulnérable, lent, chargé de munitions. Bong s'est approché à bout portant et a tiré. Le val a explosé dans une énorme boule de feu. Trop bas pour grimper, Bong est retourné à Port Moresby à une altitude minimale, le cœur battant, l'esprit analysant déjà l'engagement pour en tirer les leçons. Ce combat unique a produit 2 victoires confirmées et a valu à Bong la Silver Star. Mais la véritable victoire était psychologique. Les pilotes japonais qui ont survécu à l'engagement ont déclaré avoir rencontré un pilote américain dont les compétences égalaient ou dépassaient leurs meilleurs as. Ces rapports ont été initialement rejetés comme étant une exagération au combat. Ce n'était pas le cas. Au cours des 2 semaines suivantes, Bong démontra que son premier succès au combat n'était pas un hasard. Le 7 janvier 1943, les observateurs côtiers alliés signalèrent un convoi japonais se déplaçant le long de la côte sud de la Nouvelle-Bretagne, se dirigeant vers l'ouest en direction de Salamo. 48 chasseurs américains se sont précipités pour attaquer. Bong volant avec Lynch et 6 autres P-38 a raté le rendez-vous initial avec les chasseurs bombardiers P-40 mais s'est heurté directement au parapluie aérien du convoi de chasseurs Nakajima Ki-43 Oscar. L'engagement a duré près de 4 heures au cours de 2 batailles distinctes. Lors de la première rencontre à 13h15, Bong a affronté un Oscar dans un duel de 5 minutes qui a mis en valeur sa discipline tactique. Il a refusé de se battre, utilisant plutôt des manœuvres verticales et de la vitesse pour conserver l'avantage. Lorsque le pilote d'Oscar a commis une erreur critique, se tournant vers la poursuite de Bong au lieu de s'éloigner, Bong s'est rapproché à 50 mètres et a tiré. L'Oscar s'est désintégré. Après avoir fait le plein à doigt du rat, Bong et les autres P-38 ont décollé pour où ils ont rencontré 16 autres chasseurs japonais à 15h30. Bong a endommagé 2 Oscars lors de sa première passe, utilisant la vitesse supérieure du P-38 pour traverser la formation. Il est ensuite revenu à l'altitude, a réinitialisé son attaque et a détruit un Oscar lors de son deuxième passage. Le lendemain,
le 8 janvier 1943, fut l'engagement qui fit officiellement de Bong un as. En escortant des bombardiers, 8 P-38 rencontrèrent une vingtaine de chasseurs japonais. Les Japonais avaient l'avantage numérique et l'altitude. La doctrine standard suggérait de se retirer pour éviter des situations défavorables. Bong et ses camarades d'escadron ont quand même attaqué. Dans le combat de chien tourbillonnant qui a suivi, Bong a démontré les compétences qui le rendraient légendaire. Il a abattu un chasseur avec une longue rafale à 200 mètres, un tir de déviation difficile qui nécessitait des calculs d'avance précis alors que les deux avions manœuvraient violemment. Ce meurtre, sa 5e victoire confirmée, a valu à Bong la désignation de Fighter S et de Distinguished Flying Cross. Plus important encore, il annonçait aux Japonais que les pilotes américains apprenaient à combattre efficacement dans le Pacifique. En avril 1943, après seulement 4 mois de combat, Bong avait abattu 10 avions japonais, devenant ainsi un double A. Sa réputation grandissait non seulement parmi les Américains, mais aussi parmi les pilotes japonais qui rapportaient de plus en plus de rencontres avec un chasseur à double flèche piloté par un pilote aux compétences exceptionnelles. La progression de novice avait été rapide mais méthodique. Chaque mission enseignait des leçons que Bong avait soigneusement cataloguées dans son esprit. Il a appris que les 2 moteurs du P-38 fournissaient non seulement de la puissance, mais aussi la survie. À plusieurs reprises, les pilotes sont retournés à la base sur un seul moteur après des dommages de combat qui auraient détruit des chasseurs monomoteurs. Il a appris que l'altitude, c'est la vie. Le pilote qui contrôlait les hauteurs contrôlait l'engagement. Il a appris que la patience était une arme. Le pilote qui attendait le tir parfait a réussi là où le pilote impatient a échoué. Entre les missions de combat, le rôle de Bong s'est étendu au-delà du simple ajout à son total de victoires. Il est devenu enseignant, partageant ses connaissances difficiles avec les pilotes nouvellement arrivés qui descendaient des avions de transport verts et terrifiés. Il leur a appris à respecter les capacités du zéro sans les craindre. Il leur a appris à utiliser les points forts, la vitesse, la puissance de feu et la robustesse de leur avion tout en évitant ses faiblesses, sa maniabilité lente à basse vitesse et son faible taux de roulis à haute vitesse. Ses méthodes d'enseignement étaient pratiques et directes. Il emmènerait les nouveaux pilotes sur des vols d'entraînement et leur démontrerait les séquences d'attaque appropriées. Grimpez au-dessus de la cible. Positionnez-vous de manière à ce que le soleil soit derrière vous, aveuglant l'ennemi. Plongez à plein régime pour atteindre une vitesse maximale. Alignez votre nez, non pas là où se trouve la cible, mais là où elle se trouvera lorsque vos balles arriveront. Tirez une courte rafale, pas plus de 3 secondes. Surveillez vos traces et ajustez-vous. Lorsque vous dépassez l'altitude cible, continuez à plonger. Utilisez votre vitesse pour remonter et vous réinitialiser pour une autre attaque. Ne jamais, sous aucun prétexte, ralentir et tourner le combat. La promotion au grade de premier lieutenant eut lieu en avril 1943, reconnaissance à la fois de ses succès au combat et de sa valeur en tant qu'instructeur. Mais Bong ne s'est pas contenté de 10 attaques décisives. Il avait prouvé qu'il pouvait survivre et réussir. Il lui fallait maintenant prouver qu'il pouvait dominer. Mais l'engagement qui allait transformer Bong d'un talentueux en pilote de chasse légendaire a eu lieu le 26 juillet 1943 au-dessus de l'Ai, en Nouvelle-Guinée. Ce matin-là, Bong a mené un vol de 10 P-38 sur un balayage au nord de l'Ai lorsqu'il a repéré une formation japonaise d'environ 20 avions. La décision tactique intelligente consiste à appeler des renforts par radio et à maintenir l'avantage de l'altitude jusqu'à l'arrivée du soutien. Bong n'a pas pris la décision tactique intelligente. Il mène immédiatement 3 attaques successives contre la formation ennemie. Lors de son premier passage, Bong détruisit 2 chasseurs japonais avec des rafales de tir courtes et précises. Alors qu'il remontait en altitude, 15 chasseurs japonais supplémentaires arrivèrent pour renforcer l'engagement. Les chances étaient désormais de plus de 3 contre 1 contre les Américains. La plupart des chefs d'escadron auraient ordonné le retrait. Bong, sans tenir compte du nombre écrasant d'ennemis, ramena sans crainte son vol vers l'engagement. Ce qui a suivi était une masterclass en combat aérien. Bong a détruit 2 autres avions lors du 2e engagement, lui donnant 4 victoires en une seule mission. Ses ailiers ont décrit l'action dans des rapports après action qui existent encore dans les archives militaires. Le Major Bong a volé avec une confiance absolue. Il a positionné son avion avec précision, n'a tiré que lorsqu'il était assuré d'être touché et n'a jamais gaspillé de munitions sur des tirs à faible probabilité. Sa connaissance de la situation était extraordinaire.
Il a suivi plusieurs avions ennemis simultanément tout en maintenant une parfaite discipline de formation avec ses ailiers. L'engagement s'est terminé avec la destruction de 10 avions japonais, dont 4 par Bong personnellement, sans aucune pète américaine. Pour cette action, Bong a reçu la Distinguished Service Cross, la deuxième plus haute décoration de l'armée pour sa bravoure. La citation soulignait son héroïsme extraordinaire et son mépris total face au nombre écrasant d'ennemis. Mais les statistiques ne peuvent à elles seules rendre compte de l'impact psychologique sur les pilotes japonais. Le lieutenant Kenji Okamoto, un pilote zéro qui a survécu à l'engagement, a écrit dans son journal ce soir-là, des mots qui n'ont été découverts que lorsque les archives militaires japonaises ont été ouvertes des décennies plus tard. Nous avons rencontré le chasseur américain à double flèche piloté par le pilote. Nos renseignements appellent le fantôme. Il attaque sous des angles impossibles avec une précision parfaite. Nos responsables de formation nous mettent désormais en garde spécifiquement sur ce pilote. Ils disent que si vous voyez le chasseur à double flèche avec les extrémités et le nez des ailes peints en rouge, désengagez-vous immédiatement. Mais le désengagement n'est pas toujours possible. Le fantôme choisit camper ou se battre. Nous ne pouvons que réagir. En août 1943, Bong avait réalisé 15 victoires confirmées et avait été promu capitaine. Sa renommée se répandait non seulement par les voies militaires, mais aussi dans les journaux américains avides de héros. Mais Bong restait remarquablement modeste, mal à l'aise face à l'attention. Dans des lettres à sa famille, soigneusement conservées par sa mère, il minimise ses réalisations. Je fais mon travail comme tous les autres pilotes ici. Le P-38 est un avion magnifique. Les vrais héros sont les équipes au sol qui font voler ces avions dans des conditions impossibles. Cette humilité masquait une efficacité mortelle née d'une analyse minutieuse. Après chaque mission, Bong faisait un débriefing approfondi avec les agents du renseignement. Il a étudié les images des caméras des armes à feu, image par image, non pas pour célébrer ses victoires, mais pour identifier ce qu'il pourrait améliorer. Il a noté que ses meilleures attaques sont survenues lorsqu'il s'est rapproché à moins de 100 mètres ou moins, parfois jusqu'à 50 mètres. À cette distance, même de brèves rafales trouvèrent leur marque. Il a calculé qu'il ne tirait en moyenne que 2 à 3 secondes par victime. Un témoignage de la précision obtenue grâce à un positionnement approprié plutôt qu'à un engagement prolongé. Ce qui différenciait Bong des autres pilotes expérimentés était son refus de prendre des risques inutiles. Il n'a jamais poursuivi les avions endommagés profondément en territoire ennemi. Il n'a jamais permis que la fièvre de la victoire l'emporte sur son jugement tactique. Si un engagement devenait défavorable, il se désengageait sans honte ni hésitation. Il comprit que les héros morts étaient toujours morts et que les pilotes vivants pourraient à nouveau se battre demain. Ses camarades d'escadron remarquèrent autre chose à propos du vol des Bong. Il n'a jamais perdu un ailier. Dans les mathématiques brutales du combat aérien, où de nombreux a accumulé des victoires tandis que leurs ailiers mouraient en les protégeant, le bilan de Bong était remarquable. Il traitait ses ailiers comme des partenaires et non comme des boucliers jetables. Il les a positionnés pour soutenir ses attaques tout en les gardant hors d'un danger maximum. Il a partagé les victoires lorsque ses ailiers ont endommagé des avions qu'il a achevés. Cette loyauté a engendré une dévotion féroce parmi ceux qui ont volé avec lui. En novembre 1943, le général Kenny ordonna à Bong de retourner aux États-Unis pour un congé de 60 jours. Le raisonnement du général était stratégique. Bong avait mené des combats continus pendant près d'un an. Il avait besoin de repos. Plus important encore, son expérience du combat était inestimable pour former les pilotes de remplacement et affiner la doctrine des chasseurs. Mais il y avait une autre raison, même si Kenny ne l'a jamais déclaré officiellement. Perdre Bong au combat serait dévastateur pour le moral des Américains. Pendant son congé, Bong a visité le Superior State Teacher College pour un événement de retrouvailles. Là, il rencontre Marjorie Vatandal, une étudiante belle et intelligente qui transformera sa vie d'une manière que le combat ne pourrait jamais faire. Les deux hommes commencèrent à se fréquenter immédiatement et lorsque Bong retourna dans le Pacifique en janvier 1944, il emportait quelque chose de précieux. Une grande photo de Marge qu'il avait montée sur le nez de son P-38 Lightning. L'avion s'appelait désormais Marge en son honneur. Contrairement à d'autres pilotes qui ornaient leur avion avec un nez provocateur, Bong a choisi une photographie respectueuse de sa petite amie. Sa sœur se souviendra plus tard qu'il n'avait pas de silhouette nue comme certains pilotes. À la place, il avait une belle fille. Les extrémités des ailes et les hélices peintes en rouge restaient des marques distinctives que les pilotes japonais avaient appris à reconnaître et à craindre.
Mais le destin est intervenu en mars 1944. Un autre pilote, le sous-lieutenant Thomas Malone, pilotait Marge pour une mission de reconnaissance météorologique lorsque l'avion a subi une panne moteur au-dessus de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et s'est écrasé dans un ravin. Malone a sauté en toute sécurité, mais Marge a disparu, englouti par la jungle qui cacherait son épave pendant 80 ans. Bong a pleuré la perte de son avion homonyme, mais a continué à piloter d'autres P-38, chacun portant la photographie de Marge et ses marques rouges distinctives. En avril 1944, Bong avait remporté 27 victoires confirmées, dépassant le record de 26 victoires du capitaine Eddie Rickenbacher pendant la Première Guerre mondiale. Rickenbacher, l'ancien NADESA américain, a envoyé à Bong une lettre personnelle de félicitations. « Vous avez réalisé ce que j'avais toujours espéré qu'un autre pilote américain accomplirait. Vous êtes devenu le meilleur des meilleurs. Votre compétence et votre courage honorent notre force aérienne et notre nation. » La presse nationale s'est emparée de l'exploit de Bong. Les journaux de toute l'Amérique ont proclamé le modeste pilote du Wisconsin comme le plus grand de la chasse d'Amérique. Le magazine l'a présenté dans une série de photos. Des émissions de radio diffusent des interviews de lui. Des caméras d'actualité ont suivi chacun de ses mouvements. Le ministère de la Guerre, reconnaissant la valeur de la propagande, a promu Bong au grade de major et l'a envoyé faire une tournée d'obligation de guerre dans le 15e État. Pendant 2 mois, Bong a visité des bases d'entraînement, prononcé des discours devant des foules bondées et aidé à vendre des millions de dollars d'obligations de guerre. Il a pris la parole dans des usines aéronautiques, encourageant les travailleurs sur le fait que leurs efforts soutenaient directement les pilotes comme lui au combat. Il a visité les hôpitaux pour discuter tranquillement avec les militaires blessés, leur offrant des encouragements sans faux optimisme. Il est apparu lors d'événements civiques où les maires lui ont remis les clés de leur ville et où la foule a applaudi chacun de ses mots. Il en détestait chaque minute. Dans des lettres à Marge, Bong a exprimé sa frustration. « Je ne suis pas à l'aise avec l'attention et les discours. Ma place est dans un cockpit, pas sur une scène. Mes camarades d'escadron continuent de se battre pendant que je parcours le pays. Chaque jour loin du combat est un jour avec lequel je sors. Échouer mes frères d'armes. » L'humilité était authentique. Malgré ses réalisations records, Bong se considérait comme un pilote faisant son travail, rien de plus. Mais la tournée a atteint son objectif. Les ventes d'obligations de guerre ont bondi partout où Bong est apparu. Des jeunes hommes s'enrôlèrent inspirés par son exemple. Les travailleurs ont augmenté leur production en sachant que les vrais pilotes comme Bong dépendaient de leurs efforts. Le timide garçon de ferme était devenu, contre son gré, un symbole de la combativité américaine. Le général Kenny l'a compris, même si Bong ne l'a pas compris. La valeur de l'acier s'étendait au-delà de l'avion qu'il avait personnellement abattu. Il a inspiré des milliers d'autres personnes à se battre plus dur, à travailler plus longtemps et à faire davantage de sacrifices. Le général Kenny comprenait les sentiments de Bong, mais avait une préoccupation stratégique plus large. La mort de Bong au combat dévasterait le moral des Américains. La solution était élégante. En septembre 1944, lorsque Bong retourna dans le Pacifique, Kenny l'affecta au quartier général de la 5e force aérienne en tant qu'instructeur d'artillerie avancée. Les ordres indiquaient explicitement que Bong était autorisé à effectuer des missions, mais pas à rechercher activement le combat. Il formerait d'autres pilotes et améliorerait la doctrine des chasseurs, un travail essentiel qui l'éloignait des missions les plus dangereuses. Bong a immédiatement trouvé la faille. Les ordres disaient qu'il ne pouvait pas chercher le combat. Ils n'ont pas dit qu'il ne pourrait pas s'engager si le combat le trouvait. Volant de Tloban plus tard au cours de la campagne des Philippines, Bong a réussi à se trouver exactement au bon endroit chaque fois que des avions japonais apparaissaient. Son total de victoires n'a cessé de grimper. 28 victimes, 30 victimes, 35 victimes. La campagne des Philippines de la fin de 1944 a fourni des environnements réchansibles. La puissance aérienne japonaise, bien que considérablement diminuée par rapport à sa force de 1942, opposait toujours une résistance farouche au retour de MacArthur. Les attaques de kamikaze commençaient. Des missions suicides désespérées qui terrifiaient les marins américains et offraient des opportunités aux pilotes de chasse comme Bong qui pouvaient intercepter les assaillants avant qu'ils n'atteignent la flotte. Chaque engagement a été documenté, filmé par des caméras d'armes à feu et vérifié par plusieurs témoins. Il n'y a eu aucune inflation des revendications, aucune exagération. Chaque meurtre était légitime.
Les images de la caméra du pistolet de Bong examinées par les agents du renseignement ont montré une tendance cohérente. Brève rafale de feu, généralement de 2 à 3 secondes. Cible à courte portée, souvent à moins de 100 mètres. Désengagement immédiat après le tir, en utilisant la vitesse pour s'échapper avant que les autres combattants ennemis ne puissent réagir. C'était méthodique, efficace, mortel. Alors que son total approchait les 40, les spéculations se sont multipliées sur la date à laquelle il serait renvoyé chez lui définitivement. Le général Kenny a marché sur une ligne fine. Il voulait que Bong batte des records et remonte le moral, mais il ne voulait pas perdre le plus grand tas de l'Amérique à cause d'un tir chanceux de l'ennemi. La solution était de réduire progressivement les missions de Bong tout en lui laissant suffisamment d'opportunités pour atteindre 40 kills, un chiffre rond qui cimenterait sa légende. Le 12 décembre 1944, le général Douglas MacArthur remit personnellement à Bong la médaille d'honneur à l'aérodrome de Tloban-sur-Lys. MacArthur, connu pour ses discours dramatiques, a abandonné ses remarques préparées et a parlé avec son cœur. Major Richard Iraon, qui a régné sur les airs de la Nouvelle-Guinée aux Philippines, je vous intronise maintenant dans la société des plus courageux d'entre les courageux, les porteurs de la médaille d'honneur du Congrès des États-Unis. La cérémonie a eu lieu sur l'aérodrome même où Bong avait effectué plusieurs de ses dernières missions. Des avions de chasse bordaient la piste en arrière-plan. Des centaines de militaires étaient au garde-à-vous sous la chaleur tropicale. MacArthur, portant ses lunettes de soleil de marque et son uniforme kaki, a remis la médaille avec une rare émotion authentique. Il a compris que Bong représentait quelque chose de plus grand que la réussite individuelle. Il était la preuve que les combattants américains pouvaient égaler et dépasser les meilleurs guerriers qu'un ennemi pouvait aligner. La cérémonie a été filmée et diffusée dans les actualités à travers l'Amérique. Le modeste pilote se tenait au garde-à-vous, visiblement mal à l'aise face à cette attention, alors que MacArthur épinglait la médaille d'honneur sur son uniforme. La citation accompagnant la médaille était détaillée et spécifique, énumérant ses 40 victoires, son leadership, son dévouement au devoir et son héroïsme extraordinaire. Mais il ne parvenait pas à rendre compte de la pleine mesure de ce que Bong avait accompli. Il n'avait pas seulement abattu 40 avions. Il avait transformé les tactiques des combattants américains. Il avait formé des centaines de pilotes. Il avait prouvé que l'habileté et la discipline pouvaient vaincre les obstacles numériques et les ennemis expérimentés. 5 jours après avoir reçu la médaille d'honneur le 17 décembre 1944, Bong remporte sa 40e et dernière victoire aérienne contre les Philippines. L'engagement a été généralement efficace. Bong a plongé sur une formation de chasseurs japonais, en a détruit un avec une rafale de feu de 3 secondes, puis s'est éloigné avant que les autres pilotes japonais ne puissent réagir. Les images des caméras du pistolet ont montré l'avion cible explosant en plein vol, son pilote n'ayant aucune chance de sauter en parachute. Il s'agissait du numéro 40, un record qui ne serait jamais battu par un autre pilote américain. Dans les coulisses, MacArthur et Kenny étaient d'accord. Bong en avait assez fait. Avec 40 victoires et la médaille d'honneur, il serait renvoyé définitivement chez lui avant que le combat ne puisse l'emporter. La décision était stratégique et émotionnelle. Perdre Bong maintenant serait un désastre de propagande et une tragédie personnelle. Il avait gagné le droit de survivre. En janvier 1945, le major Richard Bong retourna aux États-Unis en tant que pilote de chasse le plus célèbre d'Amérique. La couverture médiatique a été intense. Tous les journaux publiaient des articles sur la DESA. Des émissions de radio l'ont interviewé. Les reportages ont montré des images de sa cérémonie de médaille d'honneur. Mais ce que les Américains voulaient le plus, c'était l'intérêt humain. Ils voulaient en savoir plus sur Marge. Le 10 février 1945, Richard Bong et Marjorie Vatandal se marièrent à Superior, Wisconsin. Le mariage a fait la une des journaux à travers le pays. Des centaines de sympathisants étaient présents. La cérémonie était simple mais élégante, reflétant à la fois les valeurs de leur petite ville et l'amour véritable qu'ils partageaient. Le mariage a eu lieu à l'église luthérienne Concordia à Superior. Marge portait une robe blanche traditionnelle. Dick portait l'uniforme de son Army Air Force avec sa médaille d'honneur bien en vue. Ses camarades d'escadron qui pouvaient être présents servaient de garçons d'honneur. L'église débordait de familles, d'amis, de résidents locaux et de journalistes qui ont documenté chaque instant pour un public avide de bonnes nouvelles après des années de guerre. Pour Bong, qui a passé 3 ans au combat, le mariage représentait la normalité, la paix et un avenir au-delà de la guerre. Dans ses vœux de mariage,
devant des centaines de personnes, il a promis à Marge une vie libre des dangers auxquels il avait été confronté. Il a parlé de construire une maison, de fonder une famille, de poursuivre une carrière dans l'aviation en dehors des combats. Les rêves étaient simples mais profonds pour un homme qui vivait avec la mort depuis 3 ans. La réception fut une joyeuse affaire. Des toasts ont été portés, des histoires ont été racontées, des rires ont rempli la salle. Pendant quelques heures, la guerre parut lointaine. Bong a dansé avec sa nouvelle épouse, a souri pour les photos et s'est permis d'imaginer un avenir où ses plus grands défis seraient des préoccupations civiles, et non des luttes de vie ou de mort à 20 000 pieds d'altitude. Le couple a passé sa lune de miel en Californie, où Bong avait accepté un poste de pilote d'essai pour Lockheed Aircraft Corporation. Son expérience du combat le rendait inestimable pour évaluer de nouveaux modèles de chasseurs. Il contribuerait au développement de la prochaine génération de chasseurs américains, en particulier du Lockheed P-80 Shooting Star, le premier chasseur à réaction opérationnelle américain. Cela semblait être la mission parfaite pour un pilote du calibre de Bong. Les vols d'essai offraient du défi et de l'excitation sans le danger mortel du combat. Il pourrait construire sa vie avec Marge tout en contribuant au progrès de l'aviation. Mais les avions à réaction de 1945 étaient d'expérimentaux et dangereux. La technologie expérimentale était de pointe. Des performances sans précédent, mais une fiabilité discutable. Les moteurs à réaction étaient capricieux. Les systèmes de contrôle n'étaient pas familiers. Les procédures de sécurité étaient encore en cours d'élaboration par essai et erreur. Chaque vol d'essai comportait des risques. Le matin du 6 août 1945, Bong se présenta aux installations de Lockheed à Burbank pour un vol d'acceptation de routine du P-80. Un numéro d'histoire 4 485 048. Il avait accumulé 4 heures et 15 minutes de vol dans le P-80 sur 12 vols. Selon les normes des pilotes d'essai, il était encore en train de se familiariser avec les caractéristiques de l'avion. Selon les normes des pilotes de combat, il était à l'aise et confiant. Le P-80 Shooting Star représentait l'avenir de l'Amérique dans l'aviation. Avec une vitesse de pointe de 594 000 par heure, il était nettement plus rapide que n'importe quel chasseur hélice. Son design élégant avec le moteur à réaction enfoui dans le fuselage et les prises d'air montées sur les côtés du fuselage était révolutionnaire. Mais la technologie était si nouvelle que les procédures étaient encore en train d'être affinées grâce à l'expérience opérationnelle. Chaque vol d'essai a contribué à l'enrichissement des connaissances sur l'exploitation des avions à réaction. L'inspection pré-vol n'a révélé rien d'inhabituel. Bong a démarré normalement le turboréacteur unique Allison J-33. Le vin du moteur à réaction était nettement différent du rugissement des moteurs à piston qu'il avait piloté tout au long de sa carrière de combattant. Il a roulé jusqu'à la piste 15 et a reçu l'autorisation de décoller à 14h30, heure locale. Des témoins ont vu l'élégant avion entamer sa course au décollage. L'accélération était impressionnante, le P-80 atteignant rapidement sa vitesse de rotation. Bong a décollé en douceur et a commencé à grimper. À environ 300 pieds d'altitude, des témoins ont remarqué des bouffées de fumée noire s'échappant du moteur. L'avion a commencé à rouler vers la droite, puis s'est momentanément mis en palier. La verrière s'est séparée et s'est effondrée. Bong avait lancé des procédures d'éjection, mais le moteur est ensuite tombé en panne complètement. Le P-80 a piqué du nez dans une descente raide. Bong s'est éjecté de l'avion, mais son altitude était extrêmement basse, peut-être 200 pieds. Le parachute s'est déployé, sa verrière s'est ouverte, mais il n'y avait pas suffisamment de temps et d'altitude pour que le parachute décélère la chute du corps de Bong. Il a heurté le sol à grande vitesse à l'intersection d'Oxnard Street et de Satsuma Avenue à Burbank. Le P-80 a percuté quelques secondes plus tard dans une assiette à piqué prononcé, le carburant explosant à impact. Les équipes d'urgence ont atteint Bong en quelques minutes, mais il est décédé sur le coup des suites de l'impact. L'enquête a par la suite déterminé que la pompe à carburant principale avait mal fonctionné pendant le décollage. Une pompe auxiliaire de secours était disponible, montée sur la console latérale gauche du cockpit. La pompe pouvait être activée par un interrupteur que Bong aurait dû localiser et activer en cas de panne moteur, de perte de contrôle et de décision d'éjection. L'enquête n'a pas permis de déterminer si Bong avait oublié de l'activer en cas d'urgence ou s'il n'avait pas pu atteindre l'interrupteur avant de s'éjecter. Un autre pilote d'essai, le capitaine Ray Crawford, a rapporté que Bong avait mentionné avoir oublié d'activer la pompe auxiliaire lors d'un vol précédent lorsque la pompe primaire était temporairement tombée en panne.
L'oubli avait été corrigé en vol sans conséquence, mais les pilotes d'essai avaient été avertis de ne jamais répéter de telles erreurs. Dans l'environnement impitoyable des essais expérimentaux d'avions, il n'y avait souvent pas de seconde chance. La nouvelle de la mort de Bong parvint au public le 7 août 1945. Les journaux de toute l'Amérique placèrent l'annonce en bonne plate, la plupart directement sous les gros titres sur le bombardement atomique d'Hiroshima la veille. L'ironie cruelle était inévitable. Le major Richard Iraon a survécu à 3 ans de combat contre l'armée de l'air impériale japonaise, a effectué plus de 200 missions, s'est engagé dans des centaines de batailles aériennes et en est sorti indemne. Puis il est mort en testant un avion américain en Californie le jour même où la bombe atomique annonçait la fin de la guerre. Marge Bong était dévastée. Ils étaient mariés depuis moins de 6 mois. Leur vie commune ne faisait que commencer. Dans des interviews des décennies plus tard, elle parlerait de cette journée avec une douleur qui ne s'est jamais complètement guérie. Dick a survécu à tout ce que les Japonais lui ont lancé. Il est rentré chez moi. Nous allions construire une vie ensemble. Et puis en un instant, il a disparu. Sa cruauté me hante toujours. Chuck Gerger, qui deviendra le pilote d'essai le plus célèbre d'Amérique en franchissant le mur du son 2 ans plus tard, a écrit sur la mort de Bong dans son autobiographie. Il a noté que les pilotes d'essai de cette époque faisaient face à des décès fréquents par la colère plutôt que par le chagrin, un mécanisme de défense psychologique permettant de faire face au taux de mortalité effrayant. Mais la mort de Bong a frappé plus durement que la plupart des autres. Il était censé survivre. Il avait gagné sa survie grâce à ses compétences et à son courage. Sa mort semblait cosmiquement injuste. Les funérailles à Poplar, dans le Wisconsin, ont attiré des milliers de personnes en deuil. Des gardes d'honneur militaires flanquaient le cercueil. Le général Kenny était présent personnellement, son chagrin évident. Marge marchait derrière le cercueil, soutenu par des membres de sa famille, le visage affichant un masque d'angoisse contrôlée. La petite communauté agricole qui avait envoyé son fils préféré à la guerre l'a récupéré pour l'enterrer, mais pas de la manière espérée. Le major Richard Ira Bong avait 24 ans. L'héritage laissé par Bong s'étend bien au-delà de son record de 40 victoires aériennes confirmées. Ces tactiques sont devenues un programme standard dans les écoles de formation de pilotes de chasse. Les techniques qu'il a mises au point, la gestion de l'énergie, l'avantage d'altitude, les attaques par boom et zoom, le tir à courte portée sont devenus une doctrine enseignée à chaque pilote de chasse américain pendant des décennies. Il prouva que des pilotes américains correctement entraînés et équipés pouvaient vaincre les meilleurs du Japon. L'impact psychologique sur les pilotes japonais s'est avéré tout aussi important. Saburo Sakai, la légendaire du Japon qui a survécu à la guerre avec 64 victoires confirmées, a longuement parlé des pilotes américains dans des interviews d'après-guerre. Son évaluation était brutalement honnête. Le P-38 patrouillerait au-dessus de l'altitude à laquelle le Zéro pourrait voler. Leur grande vitesse à haute altitude leur permettait de manœuvrer vers les positions les plus avantageuses. Ensuite, les gros combattants plongeraient du ciel pour écraser les malheureux combattants Zéro. Les P-38 étaient dans une position des plus enviables. Ils pouvaient choisir de se battre quand et où ils le souhaitaient et selon leurs propres conditions. Dans de telles conditions, le Lightning est devenu l'un des avions ennemis les plus meurtriers. Le P-38 a détruit le moral du pilote du chasseur Zéro. Les décorations reçues par Bong au cours de sa courte carrière reflètent ses réalisations extraordinaires. La médaille d'honneur, la plus haute décoration militaire américaine, la Distinguished Service Cross, 2 étoiles d'argent, 7 croix volantes distinguées, 15 médailles de l'air. Au total, 27 médailles pour bravoure et réussite. Pourtant, ceux qui le connaissaient rapportaient que sa phrase préférée restait simple. Nous faisons simplement notre travail. Dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, Richard Bong a été honoré à travers de nombreux monuments commémoratifs. L'aéroport de Superior, dans le Wisconsin, s'appelait Richard Bong Airport. Le Richard Bong Veteran Historical Center a ouvert ses portes à Superior, présentant des expositions sur Bong et d'autres vétérans américains. Une salle commémorative de Bong au Superior Central High School expose son uniforme, ses médailles, ses photographies et ses souvenirs. À l'extérieur se trouve un P-38 Lightning restauré, semblable à celui que Bong a volé vers la gloire. Les rues, ponts et bâtiments à travers l'Amérique portent son nom. En 1986, 41 ans après sa mort, Richard Bong a été intronisé au National Aviation Hall of Fame. La cérémonie a réuni les membres survivants de son escadron,
désormais des hommes âgés qui se souvenaient encore d'avoir volé avec lui. Le colonel Gerard Johnson, qui a volé avec Bong dans le 49e groupe de chasse, a pris la parole lors de l'intronisation. Dick Bong était le meilleur pilote que j'ai jamais connu. Mais ce n'est pas pour cela qu'on se souvient de lui. Nous nous souvenons de lui parce qu'il a rendu tout le monde meilleur autour de lui. Il nous a appris à survivre. Il nous a montré que l'habileté et la discipline vainquaient l'agressivité brute. Il a prouvé que la détermination et la préparation pouvaient surmonter tous les obstacles. Nous avons été honorés d'avoir volé avec lui. La découverte du crash du P-38 March de Bong en mai 2024 a mis un terme à une histoire restée incomplète pendant 8 décennies. Le 16 mai 2024, une expédition conjointe du Centre historique des anciens combattants Richard Ier Bong et de Pacific Rex a découvert une épave dans un ravin de la province de Madan en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Justin Talon, directeur de Pacific Rex, a décrit avoir découvert 2 moteurs partiellement enfouis dans le sol, avec de la peinture rouge encore visible sur les hélices. La sœur de Bong, Jerry Philcott, âgée de 99 ans, a exprimé sa joie face à cette découverte. Les statistiques de la carrière de combattant de Bong racontent une histoire de réalisation inégalée. 40 victoires aériennes confirmées, un record qui tient aujourd'hui. Plus de 200 missions de combat effectuées, plus de 500 heures de vol de combat, aucune perte d'hélice sous sa direction directe. Ces chiffres font de Bong non seulement le meilleur américain, mais aussi l'un des pilotes de chasse les plus efficaces de l'histoire. Thomas Maguire, qui a volé avec Bong et est devenu le 2e américain avec 38 attaques décisives, a décrit ce qui rendait Bong exceptionnel. Dick n'a jamais été le pilote le plus taprax en grave-l'œil. Il n'a pas effectué d'acrobatie au combat. Il n'a pas pris de risques inutiles. Mais il s'est parfaitement positionné, a tiré exactement au bon moment et n'a jamais gaspillé de tir. Il traitait le combat aérien comme un problème d'ingénierie, calculait les angles, réduisait la distance, éliminait la cible, désengageait en toute sécurité. C'était une méthodologie appliquée au chaos. Au cours des 79 années écoulées depuis la mort de Bong, son record de 40 victoires reste ininterrompu par aucun pilote américain. Ce n'est pas faute d'opportunité. Les pilotes américains ont combattu en Corée, au Vietnam, pendant la guerre du Golfe et dans de nombreux autres conflits. Mais la nature de la guerre aérienne a changé. Les avions à réaction effectuaient des engagements plus rapides et plus courts. Les missiles ont remplacé les armes à feu comme arme principale. La supériorité aérienne était souvent atteinte rapidement, limitant les possibilités pour les pilotes d'accumuler des totaux de victoires élevés. Les archives de Bong constituent un monument à une époque et à un style de guerre spécifique qui sont entrés dans l'histoire. Pour Marge Bong, qui s'est remariée plus tard et est devenue Marge Duquet, son premier mari est resté un élément central de son identité tout au long de sa longue vie. Elle est devenue une défenseur infatigable de la cause des anciens combattants et de l'enseignement de l'histoire militaire. Elle a joué un rôle déterminant dans la création du Richard I Veteran Historical Center et a travaillé pour que l'héritage de Dick inspire les générations futures. Dans une lettre écrite tard dans sa vie, Marge a réfléchi à son bref mariage. La Seconde Guerre mondiale a été une période de l'histoire qui a probablement connu l'élan le plus patriotique ressenti par le citoyen moyen. Beaucoup de gens ont traversé la Seconde Guerre mondiale et ont vécu tout cela. Ils sont vivants aujourd'hui et peuvent transmettre leur histoire aux jeunes générations. La phrase préférée de Dick était « Nous faisons simplement notre travail ». Eh bien, avec le Centre du patrimoine, nous faisons notre travail en rendant un hommage très approprié à tous les héros sortis de la Seconde Guerre mondiale. Richard Iraon a effectué sa dernière mission de combat le 17 décembre 1944. Il est décédé en testant un chasseur à réaction expérimentale le 6 août 1945. Il n'a vécu que 24 ans, a été marié moins de 6 mois et a connu le combat pendant moins de 3 ans. Pourtant, en peu de temps, il a changé la guerre aérienne, influencé la doctrine tactique, inspiré des générations de pilotes de chasse et est devenu un élément permanent de l'histoire militaire américaine. Le Major Richard Ira Bong a remporté 40 victoires aériennes en 3 ans de combat. Mais sa véritable réussite était plus grande. Il a démontré que la pensée analytique et la discipline tactique l'emportaient sur l'agressivité brute. Il a montré que la technologie ne signifiait rien sans des opérateurs qualifiés. Il a établi des normes d'excellence qui inspirent toujours. Les Japonais le craignaient avec raison. Il était le meilleur qu'ils aient jamais affronté. Le pilote qui a régné sur le ciel de la Nouvelle-Guinée aux Philippines. L'ADESA.
Le pilote de chasse le plus meurtrier d'Amérique.